Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle enquête policière. Mais cette fois, on connaît le tueur, donc il n'y a pas la frustration de ne pas savoir ce qui s'est passé. C'est une histoire, j'ai eu assez de mal à trouver des articles dessus, j'ai surtout vu des documentaires sur cette histoire. J'en ai entendu parler parce que j'écoute un podcast et je vous le conseille vivement, ça s'appelle Crime Junkie Podcast. Si jamais vous parlez anglais, c'est sur Spotify, c'est super intéressant, c'est hyper complet et donc si jamais, allez écouter ce podcast, il est incroyable. On va pas attendre plus longtemps et je vais vous parler de l'histoire de la famille Coleman. Nous sommes le matin du 5 mai 2009 en Illinois aux États-Unis dans une petite ville qui s'appelle Columbia. Les corps de 3 des 4 membres de la famille Coleman se retrouvaient morts dans leur lit. Sherry, la mère, et Garrett et Gavin, les 2 fils, se retrouvaient étranglés. Les murs de la maison et le corps d'un des enfants a été recouvert d'écritures rouges de menaces qui rappellent les lettres de menaces que la famille avait reçues pendant des mois avant les meurtres. Mais le tueur n'est peut-être pas celui qu'on croit en premier lieu. Alors on va parler un petit peu de la famille. La famille Coleman, il y a Chris, le père qui a 32 ans, Sherry la mère qui a 31 ans, Garrett qui a 11 ans et Gavin qui a 9 ans. Chris et Sherry sont mariés depuis 12 ans, en 2009. Ils vivent en Illinois, comme je l'ai dit avant, dans une petite ville qui s'appelle Columbia. C'est une petite ville de 10 000 habitants qui est super pour élever une famille. C'est vraiment décrit comme étant vraiment le lieu parfait pour élever des enfants. Christopher, donc le père, c'est le fils de 2 pasteurs donc qui a vécu dans un milieu très religieux et évangéliste. Et dès qu'il sort du lycée, il s'en va à l'armée ou il s'enrôle dans la marine et c'est là qu'il va rencontrer Sherry qui est aussi à l'armée. Les deux vont se marier en 1997 alors que Sherry est déjà enceinte de Garrett. Chris il est décrit comme étant un bon athlète, un bon élève et une bonne personne par ses parents. Et après être sorti de l'armée, il se met à travailler pour une personnalité qui s'appelle Joyce Meyer. Alors Joyce Meyer, c'est une personnalité télévangéliste. Donc en gros, c'est une femme qui va sur les plateaux télé pour un peu parler de la religion. Elle fait beaucoup de voyages, elle fait beaucoup de plateaux télé, elle est beaucoup dans les médias. Joyce, elle connaît Chris depuis qu'il est tout petit. En fait, il va commencer à travailler comme garde du corps pour elle parce que, étant une personnalité religieuse, elle a pas mal de menaces et du coup, il est là pour la protéger. Alors, j'essaie de pas dire de conneries, mais la religion évangéliste, c'est une religion de la branche chrétienne qui se base sur la Bible et qui prêche la bonne nouvelle. Le job de Chris lui rapporte plus de 100 000 $ par an, ce qui est énorme, et il lui permet aussi de beaucoup voyager, et donc c'est un job qu'il aime vraiment parce que il gagne bien sa vie, il peut voyager, il a pas mal de liberté, donc il adore vraiment ce qu'il fait. Sherry, elle est femme au foyer, c'est vraiment la femme et la mère parfaite, elle adore ses fils, vraiment, tout le monde l'adorait dans le voisinage. Les 2 enfants, Garrett et Gavin, ils sont décrits comme étant des enfants polis, bien élevés, vraiment le genre d'enfant que tout le monde voudrait avoir. Garrett, il est décrit comme un petit garçon calme, réservé, alors que Gavin, il est sociable, il est enjoué, et les 2 petits garçons étaient adorés de tout le monde. Et Chris, il est souvent vu en train de jouer au baseball avec ses fils sur la pelouse de la maison. Vraiment, c'est la famille parfaite. Mais venant de nulle part, le 14 novembre 2008, la famille se met à recevoir des emails de menaces. Ces emails demandent à Chris d'arrêter de travailler pour Joyce immédiatement ou alors il va finir par le regretter. Les mails sont envoyés d'une adresse email qui s'appelle destroychris@gmail.com, très peu subtil. Et avec les mois qui passent, les menaces commencent à arriver de plus en plus nombreuses. En janvier 2009, c'est carrément une enveloppe que la famille retrouve dans la boîte aux lettres. Alors l'enveloppe, elle n'a pas de timbre, donc c'est-à-dire que la personne est venue directement la poser dans la boîte aux lettres. Et encore une fois, c'est des menaces. Comme petite chose gentille par exemple, que les lettres disent, c'est time is running out, donc ton temps est compté. Your family is done, I will kill them in their sleep. Ta famille est terminée, je vais les tuer dans leur sommeil. Super agréable de recevoir ça dans sa boîte aux lettres. Alors quelqu'un essaie de toute évidence d'intimider Chris pour qu'il arrête de travailler pour Joyce. La question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a que Chris qui reçoit ces lettres de menaces et pas Joyce elle-même? Pourquoi est-ce que la personne va directement s'attaquer à seulement le garde du corps et pas à Joyce? Chris,
Il voit ça, il appelle directement la police et il demande qu'il y ait des voitures de patrouille qui commencent à circuler autour de sa maison pour essayer d'intercepter l'intrus au moment où il arrivera. Bien pratique, le voisin d'en face des Coleman, c'est un détective de police qui s'appelle Barlow. Et alors, il a entendu évidemment parler de ce qui se passe et il installe une petite caméra qui pointe sur l'allée des Coleman pour voir s'il n'y a pas un intrus qui arrive de temps en temps pour aller déposer une petite lettre de menace. Mais ce qui est vachement chouette parce qu'en fait ça nous donne plein d'images du jour du drame. Le 27 avril 2009, la famille reçoit un dernier message. Arrête aujourd'hui ou tu le regretteras. Je connais ton horaire, je te regarde tout le temps. Je sais quand tu quittes la maison et quand tu y restes. Le 4 mai 2009, l'après-midi d'avant le drame, Chris et ses fils sont vus sur la caméra de Barlow en train de jouer au baseball et tout a l'air de très bien aller. Le 5 mai 2009, Chris quitte la maison familiale à 5h43 du matin pour se rendre à la salle de sport. Donc c'est un truc qu'il fait régulièrement. Mais à 6h43 ce matin-là, Barlow reçoit un appel de Chris. En fait, Chris, il commence à être inquiet parce qu'il a essayé à plusieurs reprises d'appeler Sherry, mais il n'a pas eu de réponse. Normalement, Sherry, elle est debout à cette heure-là, elle est censée répondre au téléphone, mais il n'a pas de nouvelles. Alors, le temps qu'il revienne de la salle de sport, là, il est en chemin, mais il demande à Barlow d'aller vérifier que tout va bien dans la maison. On voit Barlow se rendre de la maison à 6h51 du matin ce matin-là. Il rentre dans la maison et il remarque immédiatement qu'il y a une fenêtre du sous-sol qui n'est pas verrouillée. Alors il n'y a pas de signe d'intrusion ni rien, mais c'est pas verrouillé et ça semble directement étrange parce que c'est bizarre que la porte soit pas verrouillée alors qu'il recevait des menaces de mort. C'est un peu étrange. Mais il continue et au rez-de-chaussée, il trouve une vision épouvantable. Sur les murs partout, il y a des écritures rouges de menaces. You have paid, punished, I am watching. Vraiment, ça fait peur et c'est vraiment digne d'une série télé, tellement c'est horrifiant. Barlow, il monte à l'étage. Il va faire la découverte horrible des 3 corps de Sherry, Garrett et Gavin dans leur lit, morts, étranglés. Ils ont été étranglés, on dirait, avec des cordes. Et sur les couvertures de Garrett et sur son corps également, on trouve les mêmes écritures rouges qu'il y a partout dans la maison avec le même style de menace. Sherry, elle est découverte avec 2 yeux au beurre noir, donc on dirait qu'elle s'est battue contre son assassin avant de succomber. Donc ça peut être qu'une personne, on est d'accord. Ça peut être que la personne qui a envoyé ses mails et ses lettres de menace pendant des mois à la famille. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que Chris, qui était quand même la cible principale de ces menaces, a échappé à la tuerie? Chris, il arrive à la maison à 6h56 du matin, 15 secondes à peine avant que les premiers officiers arrivent sur place, et il est directement maintenu en dehors de la scène de crime. Et là, on lui annonce que sa famille entière a trouvé la mort. Et directement, Chris a un comportement un peu étrange. Il ne demande jamais comment sa famille est morte. Il n'essaye pas de monter à l'étage pour aller voir les corps de sa famille. Alors que littéralement, les policiers s'apprêtaient à le retenir alors qu'il essayait d'aller voir les corps morts de sa femme et de ses fils. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il va s'asseoir sur la pelouse devant la maison, il se met en position fœtale et il se met à pleurer. Alors, il y a une ambulance qui est appelée sur les lieux parce que Chris est en état de choc. Mais alors qu'il est dans l'ambulance, un des ambulanciers remarque quelque chose d'un peu étrange. Chris, sur tous ses avant-bras, il a des marques de gratte, comme s'il s'était battu. J'ai 2 versions de l'histoire, donc je sais pas laquelle est vraie. Donc je vais vous donner les 2. En fait, c'est un peu compliqué parfois de voir le vrai du faux dans les enquêtes. Il y a beaucoup de trucs qui se contredisent. Et donc je vais vous donner les 2 versions. Dans tous les cas, c'est bizarre. Il y a une version qui dit que, quand on lui demande c'est quoi les égratignures, il dit que la veille, il a été sur le toit, il a été changer une antenne satellite. Et il y a une autre version qui dit que d'un coup, il s'est mis à frapper la civière de l'ambulance. Et puis il a dit, des égratignures, c'est parce que je viens de frapper la civière. Bruh, that doesn't make any sense. Ce dont je suis sûre, c'est que pendant l'interrogatoire de police, il y a des vidéos et il essaie vraiment de couvrir ses avant-bras. Genre tu le vois comme ça et tout, c'est vraiment bizarre comme comportement. Chris, il assure vraiment qu'à 5h43, quand il a quitté la maison ce matin-là, sa famille était vivante. Mais on se rappelle de la caméra de Barlow. On ne voit personne qui rentre dans la maison ou qui tourne autour de la maison après que Chris ait quitté la maison familiale ce matin-là pour aller à la salle de sport. C'est bizarre. Puis, il y a une information cruciale pour l'enquête qui arrive. À 5h43, d'après l'autopsie des corps, la famille était déjà morte depuis longtemps. On pense qu'elle serait morte aux alentours de 3h du matin parce que les corps étaient déjà rigides quand la police est arrivée. Et à 3h du matin, Chris, il était à la maison. C'était bien avant qu'il parte pour la salle de sport. Pendant les interrogatoires, en fait, les policiers, ils le mettent vraiment
face à ses contradictions et au fait que c'est pas normal que sa famille soit déjà morte au moment où il a quitté la maison. Et Chris il dit non mais elle était juste à côté de moi, je suis sûre qu'elle était en vie. Genre vraiment il veut pas admettre que Sherry et ses fils étaient morts à cette heure-là. When you left the house this morning, was your wife alive? Oh yeah. What would you say if I told you that I don't think she was? I don't know. I don't know what to tell you. I mean, I think she was. I mean, she was. Okay. She was laying right beside me. Listen, man. She wasn't alive when you left. She was alive. No, She was laying right beside Listen me. to me. We can go back and forth with this all day long, but the physical evidence doesn't lie, man. She was not alive when you left this morning. The children weren't alive when we left this morning. Yes, they were. No, come on, Chris. They We gotta get over this. Were you involved in her death? No, Okay. Was someone you know involved in her death? I don't know. Did you know? Did you talk to anybody about arranging her death? No, absolutely not. Mais directement, Chris devient le suspect principal des meurtres de sa famille et petit à petit, les preuves commencent à s'accumuler contre lui. Parce que ce qu'on ignore encore à ce moment-là, c'est que le travail de Chris lui permet de vivre une double vie. Directement, les détectives de police vont se rendre compte qu'il avait une liaison extra-conjugale avec une femme qui s'appelle Tara Lynch, qui est une serveuse qui vit en Floride. Comment est-ce que Chris a rencontré Tara? En fait, Tara, c'est la meilleure amie de lycée de Sherry. Et ils se sont rencontrés donc par Sherry en novembre 2008. Ils commencent à avoir une relation. En fait, pendant qu'ils voyageaient avec Joyce, Chris il a envoyé des billets d'avion à Tara pour qu'elle vienne le rejoindre là où il était et qu'ils vivent leur double vie ensemble. Dans l'ordinateur de Chris, on trouve des photos nues de Tara et des vidéos à caractère sexuel et on trouve aussi certaines de ces vidéos qui datent d'un voyage à Hawaï que Chris avait fait avec Joyce. Chris aurait même offert une bague à Tara en lui promettant qu'il allait l'épouser. Il est toujours marié à Sherry, hein. Il a même un document dans son ordinateur avec toutes les informations possibles et imaginables sur Tara. Sa pointure, sa taille de pantalon, son oiseau préféré. Il a même le prénom de leur premier enfant. S'ils en ont un, et si c'est une fille, ils l'appelleront Zoé. Tara, quand elle est interrogée par les détectives, elle dit même que Chris envoyait souvent des photos de lui avant d'aller dormir pour qu'elle soit sûre qu'il ne soit pas en train de coucher avec Sherry. Et donc il promet tout ça à Tara. Il promet qu'il va divorcer sa femme, qu'il va la marier elle. Mais le divorce, c'est pas super accepté dans le milieu évangéliste et surtout pas les liaisons extra-conjugales. Donc en fait, Chris, si tout ça voit le jour, il risque de perdre son travail. Alors, le 27 décembre 2008, on trouve des messages que Sherry a envoyés à une amie et dans ces messages, elle dit Chris veut divorcer. Elle explique également que Chris a accusé les garçons et elle de se mettre en travers de son travail. Et on va même trouver un texto qui dit If anything happens to me, Chris did it. Donc si quelque chose m'arrive, c'est Chris qui l'a fait. Vachement flippant quand même. Tara, elle finit par donner un ultimatum à Chris. Elle lui demande de quitter Sherry avant le 4 mai 2009 pour que Tara et lui puissent enfin se marier. Le 4 mai, elle appelle donc Chris en lui demandant s'il a bien donné des papiers de divorce à Sherry et Chris lui dit qu'il le fera le lendemain. Le lendemain, c'est quel jour? Le 5 mai 2009, le jour des meurtres de toute la famille. Alors comme ça devient de pire en pire, on regarde les relevés de carte de crédit de Chris et on va trouver un reçu qui date de 3 mois avant les meurtres et on voit que Chris a acheté des bombes à peinture rouge, exactement la même peinture qui a été retrouvée sur les murs du salon. Alors les parents de Chris sont persuadés qu'il est innocent et ils disent que c'était de la peinture que Chris avait achetée pour peindre avec ses enfants et que la personne qui est rentrée dans la maison ce jour-là a trouvé cette bombe de peinture et a peint les murs avec. Douteux quand même. Également sous les ongles de Sherry, qu'est-ce qu'on trouve? L'ADN de Chris. Comme si c'était elle qui lui avait fait les égratignures. Lors des funérailles de toute sa famille, de sa femme et de ses fils, Chris, il est en train d'envoyer des messages à Tara en lui disant « Tu me manques ». Mais pire encore, la police, elle parvient à retracer les emails de menaces que Chris a reçus. Devinez d'où ça vient? De la maison et de l'ordinateur même de Chris. Ça proviendrait d'une adresse email que Chris lui-même a créée 6 mois avant les meurtres. Alors Chris il dit non, quelqu'un a hacké mon ordinateur, c'est pas moi.
on trouve également une note de l'ordinateur de Chris qui dit « Le 5 novembre, jour où Tara a changé ma vie. Les emails de menaces ont commencé à arriver le 14 novembre. » Coïncidence? Un peu gros pour être une coïncidence. Donc avec toutes ces preuves accablantes, Chris est enfin arrêté le 19 mai 2009 pour les meurtres de toute sa famille. On pense qu'il aurait tué Sherry, Garrett et Gavin parce qu'il aurait voulu pouvoir garder ses relations amoureuses avec Tara tout en gardant son boulot hyper bien payé. Parce que si sa famille est morte, il n'a pas à divorcer et donc il n'a pas à perdre son boulot et on n'a pas à découvrir qu'il a eu une relation extra-conjugale. Le procès de Chris commence en avril 2011. Pendant ce procès, il avoue avoir bien eu une relation avec Tara qui a commencé en novembre 2008, mais il plaide non coupable pour les meurtres de sa famille. Alors, les membres du jury, ils sont un peu perdus parce qu'en fait, il y a beaucoup de preuves contre Chris, mais il n'y a pas vraiment de preuves tangibles, on n'est pas sûr. Il y a beaucoup de trucs qui pourraient être expliqués autrement. Alors ils savent pas trop bien quoi faire. Et puis pendant le procès, il y a tellement d'images de Tara et de Chris qui s'embrassent, qui sont divulguées. Et un des jurys remarque à l'arrière d'une de ces photos, une photo où Chris et Tara s'embrassent, il y a une date. Ça date d'octobre 2008. Mais Chris dit qu'il a commencé une relation avec Tara en novembre 2008. Et là les jurys se disent, s'il peut mentir pour un truc aussi petit, il peut mentir pour absolument tout. Et donc il décide que Chris est coupable. Le 5 mai 2011, 2 ans jour pour jour après les meurtres de Sherry, de Garrett et de Gavin, Chris est condamné pour les meurtres de toute sa famille. Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de remise de peine. Voilà, c'est l'histoire des meurtres de la famille Coleman. Est-ce que vous pensez que Chris l'a fait? Moi je pense qu'il l'a fait. Je pense que là, il y a trop de preuves compromettantes contre lui. Mais il y a encore des gens, les parents de Chris surtout, qui disent que c'est pas Chris qui l'a fait, c'est pas possible, il aimait trop sa famille. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à commenter. Ça fait vraiment dire beaucoup pour moi. Et je vous reverrai une prochaine fois. Coucou!